Au cœur du désert, où la survie est un défi constant, existe un oiseau qui défie toute logique de survie. Sous un soleil de plomb et sur des terres où l'ombre est rare, le géocoucou non seulement survit, mais prospère aussi de manière surprenante. Doté d'un corps léger et d'une musculature puissante, ce chasseur du désert atteint des vitesses de plus de 30 km/h, glissant rapidement à travers les sous-bois, si vite qu'il surprend aussi bien ses proies que ses prédateurs. Leur capacité à profiter de chaque opportunité dépend non seulement de leur ruse et de leur rapidité, mais aussi de leur anatomie conçue pour la chasse. Le géocoucou utilise son long bec pointu comme un instrument précis pour capturer et maîtriser des créatures 2 fois plus grandes que lui. Parmi ses proies, certaines sont petites et rapides, tandis que d'autres sont mortelles et redoutées, comme le serpent à sonnette, qui peut finir entre ses griffes, frapper encore et encore contre le rocher jusqu'à être complètement immobile. Dans un environnement où chaque jour est un défi, ce ne sont pas seulement les confrontations avec des proies dangereuses qui déterminent la réussite. La capacité de ce chasseur du désert à tirer parti de tout ce que l'environnement offre garantit que même les journées les plus difficiles lui procurent nourriture et subsistance. Les lézards, les scorpions venimeux et les insectes font partie de leur régime alimentaire, garantissant que même les jours les plus difficiles leur fournissent nourriture et subsistance. C'est cette flexibilité qui lui confère un avantage décisif, car dans un endroit où la plupart des créatures ont du mal à trouver de l'eau ou un abri, cet oiseau a appris à transformer l'hostilité en opportunité. Il se déplace prudemment lorsque les autres sont immobiles et chasse avec précision lorsque les autres sont cachés. Il n'a pas besoin de voler pour dominer son territoire, car ses pattes lui permettent de s'échapper rapidement, de traquer avec précision et de maîtriser sa proie à chaque mouvement. Chaque changement et chaque saut font partie d'un schéma silencieux de survie et chaque décision, aussi petite soit-elle, peut faire la différence entre capturer de la nourriture ou s'exposer à un ennemi. Quels sont les secrets de leurs adaptations pour survivre dans un monde aussi extrême et impitoyable? Comment un oiseau d'apparence fragile peut-il l'emporter sur un prédateur aussi mortel que le serpent à sonnette? Pour comprendre comment ce chasseur parvient à prospérer dans des conditions extrêmes, il est nécessaire d'observer où il vit et comment son environnement façonne chacun de ses mouvements et de ses stratégies. Le géocoucou parcourt les déserts d'Amérique du Nord et du Mexique, se déplaçant avec agilité à travers des paysages apparemment incassables. Dans le sud des États-Unis, on peut les observer depuis la Californie, le Nevada et l'Arizona, jusqu'au Texas et au Nouveau-Mexique, tandis qu'au sud, ils pénètrent dans les terrains arides de Sonora et de Chihuahua, s'étendant entre des zones ouvertes et des broussailles éparses, où chaque ombre est rare et chaque refuge précieux. Dans ces environnements arides, le choix de l'espace est crucial. Ils évitent donc les forêts denses et les zones urbaines, préférant les habitats semi-ouverts où ils peuvent se déplacer rapidement, dominés par des arbustes et buissons résistants à la sécheresse, comme la créosote et le mesquite. Lorsque le terrain le permet, ils s'aventurent dans les canyons, les prairies et même les zones riveraines, profitant de tout environnement offrant suffisamment d'espace pour courir et chasser. Leur présence marque des écosystèmes où les températures fluctuent considérablement entre le jour et la nuit, un monde d'extrêmes que seules les espèces les mieux adaptées peuvent maîtriser. Dans des conditions aussi difficiles, le géocoucou non seulement survit, mais prospère. Sa population de près de 1 500 000 d'individus reflète une adaptation précise qui lui permet de tirer profit d'un environnement où peu d'autres oiseaux pourraient le faire. Chacune de ces caractéristiques anatomiques répond à cette même logique d'efficacité. Son corps allongé, soutenu par de longues pattes musclées, lui permet d'atteindre des vitesses proches de 32 km/h, un avantage décisif dans un environnement où la vitesse est une question de vie ou de mort. Ces adaptations lui permettent non seulement de se déplacer avec agilité, mais expliquent aussi son succès sans précédent sur Terre. Alors que de nombreuses espèces dépendent exclusivement du vol pour échapper aux prédateurs, le géocoucou a emprunté une voie différente.
tirant parti de ses longues pattes et de sa vision perçante pour détecter proies et dangers à distance, dominant ainsi un territoire où peu d'animaux pourraient prospérer. Mais la vie dans cet environnement exige plus que de la vitesse. Sous des températures diurnes dépassant les 4 degrés Celsius, ce chasseur du désert a développé des stratégies qui lui permettent de conserver son énergie et de rester actif. À l'aube, il déploie ses plumes dorsales pour exposer sa peau noire, absorbant ainsi la chaleur du soleil. Lorsque la lumière du jour décline et que le froid du désert s'installe, il ralentit son métabolisme et s'abrite dans des buissons ou sous de petits rochers, s'adaptant ainsi à un environnement où les températures descendent en dessous de 5 degrés Celsius. En plus de ces fluctuations extrêmes de température, le géocoucou doit faire face à des pénuries d'eau, une ressource qu'il obtient presque entièrement à partir des liquides présents dans les insectes et les petits reptiles qu'il consomme. Lorsqu'ils se nourrissent, ils ingèrent également des sels minéraux qui pourraient être nocifs en cas d'accumulation. Pour maintenir leur équilibre interne, ils possèdent une glande spécialisée située devant leurs yeux qui excrète l'excès de sel, un mécanisme similaire à celui de certains oiseaux marins, essentiel à la survie dans un environnement où toutes les ressources sont limitées. Ces adaptations ne sont pas propres à un seul individu, mais reflètent plutôt des stratégies partagées par toute une lignée qui a conquis les déserts. Au sein de cette lignée, 2 représentants se distinguent, partageant bien plus que leur nom. L'un est connu sous le nom de grand géocoucou et l'autre de petit géocoucou, et chacun possède des caractéristiques uniques qui leur permettent de coexister et d'exploiter les ressources du désert. Tous 2 appartiennent à la famille des coucous, un groupe d'oiseaux aux corps élancés, à la longue queue et aux pattes adaptées à l'escalade. Leur comportement reproducteur, basé sur la ponte dans les nids d'autres espèces, les distingue de la plupart des oiseaux et constitue le fondement de cette lignée particulière. À première vue, les géocoucous peuvent ressembler à des versions identiques du même oiseau, mais la géographie et l'évolution ont créé des différences subtiles au sein de cette lignée, créant des adaptations qui leur permettent de survivre et de prospérer parmi les canyons ouverts et les plaines couvertes de broussailles, où chaque pas compte. Ces différences sont évidentes dans leur silhouette, avec un corps allongé, une queue robuste qui équilibre chaque mouvement, des pattes puissantes conçues pour la vitesse et une crête dressée qui bat à chaque pas. Le plumage, avec ses tons bruns et blancs entrelacés, crée un camouflage parfait parmi les broussailles sèches et les sols sablonneux, démontrant comment il reflète son adaptation à l'environnement. Les particularités de chaque espèce révèlent son identité unique. Le géocoucou, habitant les régions chaudes et méridionales comme les forêts sèches et les maquis, possède une zone de peau nue derrière l'œil qui peut présenter de subtiles nuances de bleu et de rouge, particulièrement visibles lors de la parade nuptiale ou dans les moments d'excitation. Le grand géocoucou, adapté aux environnements arides et désertiques, arbore une peau similaire derrière l'œil, aux nuances alternantes entre le bleu et le rouge, évoquant la rudesse de son habitat. Ces couleurs, bien que moins intenses que certaines descriptions le suggèrent, lui confèrent un caractère distinctif. Les différences de taille sont également évidentes. Le grand géocoucou peut atteindre jusqu'à 60 cm de long et peser près d'un demi-kilo, tandis que le petit géocoucou, un peu plus élancé, dépasse rarement 50 cm. Cette variation est due à la répartition géographique. La plus grande race domine les déserts et le chaparral du sud-ouest des États-Unis, notamment l'Arizona, le Nouveau-Mexique, le Texas et la Californie, ainsi que le nord du Mexique, où les terrains ouverts et les longs trajets exigent puissance et endurance. Le plus petit, quant à lui, vit plus au sud, dans les régions semi-arides du Mexique et dans certaines parties de l'Amérique centrale, s'adaptant à des climats moins extrêmes, mais tout aussi secs. Il présente également d'autres différences notables. Le plus grand possède un bec plus épais et plus puissant, capable de capturer des proies plus imposantes, tandis que le plus petit possède des pattes relativement plus longues qui lui permettent de se déplacer avec agilité dans une végétation plus dense. Leur mode de déplacement et de communication reflète ces adaptations,
Le plus grand parcourt de plus longues distances et émet des cris graves, tandis que le plus petit se déplace furtivement et émet des sons plus aigus pour maintenir le contact. C'est dans ce contraste que le plus grand se distingue, devenant l'ombre rapide qui définit l'immensité du désert. Et pour comprendre pourquoi il règne en maître dans cet écosystème, il faut y regarder de plus près. Parce que chaque partie de son anatomie raconte une histoire d'adaptation. Sa carrosserie légère et aérodynamique réduit la résistance de l'air et lui permet de maintenir une vitesse soutenue sans dépenser trop d'énergie. Ses ailes, bien que courtes pour un vol prolongé, sont essentielles. Elles lui donnent l'équilibre dans les virages serrés, lui permettent de gagner de la hauteur dans des sauts rapides pour attraper des proies et jouent également un rôle protecteur, car la densité de ses plumes recouvre la peau et l'empêche d'être exposé aux brûlures sous le soleil intense. Ce même plumage n'est pas seulement une défense, il devient aussi un déguisement. Les teintes tachetées estompent la silhouette de l'oiseau parmi la végétation sèche et lui donnent le temps nécessaire pour observer précisément son environnement. Grâce à cet avantage, leurs grands yeux orientés vers l'avant leur confèrent une vision binoculaire, ce qui leur permet d'évaluer les distances tout en courant et de capturer des proies rapides. Parallèlement, ils restent attentifs à toute menace. Des faucons qui tournent au-dessus de leur tête aux coyotes et aux serpents venimeux qui se cachent sous le sable. La précision de sa vision serait insuffisante à elle seule si elle ne disposait pas d'un support physique qui convertit chaque signal en action. Et ce sont ses jambes qui détiennent le plus grand secret. Dotées de muscles puissants et d'une disposition zygodactyle dans laquelle 2 orteils sont tournés vers l'avant et 2 vers l'arrière, lui permettant une prise ferme et une traction inégalée. Cette structure laisse une marque en forme de X dans le sable qui trompe quiconque tente de la suivre, car il est impossible de déterminer si l'oiseau s'est déplacé vers l'avant ou vers l'arrière. Cette même capacité à dérouter ses poursuivants démontre que chaque mouvement du géocoucou est conçu pour survivre. L'effet trompeur devient vital sur un terrain où chaque trace représente un risque. Leurs pattes jouent également un rôle offensif lors de la capture de proies, les maintenant fermement au sol tout en leur assénant le coup fatal, alliant agilité et puissance en un seul mouvement. Chaque trait semble conçu pour la survie, mais une question demeure. Avec un tel arsenal d'adaptation, que peut chasser cet oiseau? Et comment fait-il face à des créatures aussi mortelles qu'un serpent à sonnette? Des premiers rayons du soleil jusqu'au crépuscule, cette espèce fait preuve d'un instinct de chasse qui surprend quiconque l'observe pour la première fois. Son régime alimentaire n'est pas capricieux, mais stratégique, varié et adapté à un environnement où la rareté est reine. Tout commence par les plus accessibles, les insectes qui se déplacent dans les buissons. Les sauterelles sautent pour se cacher, les grillons cherchent refuge dans le sable et les scarabées s'aventurent à la recherche de nourriture. Personne n'est en sécurité lorsque le géocoucou détecte le moindre mouvement. D'un petit coup de bec bien ciblé, il transforme ces petites créatures en sa principale source d'énergie pour la journée. Mais son alimentation ne se limite pas à la simplicité. Son régime alimentaire est aussi varié que son ingéniosité. Araignées, mille-pattes et même scorpions font partie de son menu quotidien, dont le redoutable scorpion de l'écorce, l'un des plus venimeux d'Amérique du Nord. Le venin du scorpion serait mortel pour de nombreux animaux de sa taille, mais il ne présente aucun risque pour le géocoucou grâce à sa précision et sa rapidité. Par des mouvements calculés, il évite la piqûre, frappe le scorpion jusqu'à l'immobiliser, puis l'avale tout entier. Cette combinaison d'habileté, de vitesse et d'intelligence lui permet de chasser des proies dangereuses sans s'exposer au risque de poison. Un exemple clair de la façon dont chaque adaptation du géocoucou est conçue pour survivre dans un monde où la moindre erreur peut coûter une vie. Mais il existe une proie qui inspire plus de crainte que toutes les autres, le serpent à sonnette. Cet ennemi combine les éléments les plus dangereux de la faune du désert. Venin mortel, mouvements rapides et crocs acérés. Et pourtant, le géocoucou ne montre aucune crainte. Il reste immobile, attentif à chaque petit geste, évaluant la distance et les mouvements possibles avant de s'approcher. Le serpent se déplace lentement sur le sable, ondulant son corps et laissant une trace qui semble avertir du danger. Le géocoucou ajuste délicatement sa position, gardant son regard fixé sur la tête du reptile et mesurant chaque pas, évitant tout risque.
Le silence qui entoure la scène contraste avec la tension contenue, et chaque instant se prolonge comme un prélude à l'action, tandis que le prédateur évalue la distance et calcule la trajectoire de son saut. En un instant précis et rapide comme l'éclair, le géocoucou bondit. Son bec attrape la tête du serpent, esquivant avec précision ses crocs, puis plaque violemment son corps contre le sol jusqu'à l'immobiliser, affichant une agressivité surprenante qui dément son apparence. Le serpent se débat, mais chaque impact l'affaiblit jusqu'à l'immobiliser complètement. Ce n'est qu'alors que le géocoucou commence à le dévorer avec des mouvements mesurés et précis, garantissant l'efficacité et la sécurité de chaque morsure. Parce que ce serpent est trop long pour être avalé d'un seul coup, le géocoucou commence par avaler la tête et sautille, gardant le reste du corps hors de son bec, tandis qu'il avance lentement, digérant les premiers centimètres avant de continuer avec le reste. Ce processus peut prendre plusieurs minutes, mais la patience est récompensée, lorsque la récompense est si succulente. Le géocoucou applique la même stratégie à d'autres proies de grande taille, comme les lézards, les frappant à plusieurs reprises contre des rochers ou des bûches, pour attendrir leur chair avant de les dévorer, chaque mouvement étant précis et calculé. Mais le désert ne se résume pas à la chasse. Ici, tout prédateur peut devenir une proie et le géocoucou le sait. Sa survie dépend autant de son instinct de chasseur que de sa capacité à s'échapper. C'est pourquoi il a perfectionné une série de manœuvres défensives qui semblent tout droit sorties d'un manuel de survie. Lorsqu'un faucon le traque d'en haut, le géocoucou ne perd pas de temps. Il court en zigzag, changeant de direction avec des virages serrés qui déroutent même le meilleur chasseur aérien. Et si le danger vient du sol, comme un coyote, sa stratégie est différente. Il cherche à se mettre à couvert dans les buissons, se cache dans l'ombre et, si nécessaire, se fige complètement pour passer inaperçu. Si ces tactiques ne suffisent pas, il cherche la sécurité à des hauteurs que ses poursuivants n'osent pas atteindre, en grimpant sur un cactus épineux ou en se perchant sur un haut rocher. À ces moments-là, il utilise même des signaux visuels pour tromper l'ennemi, agitant sa longue queue ou déployant ses ailes de manière calculée, jusqu'à ce que, avec un moment de précision, il disparaisse dans les buissons et reprenne le contrôle de la situation. Ces tactiques sont complétées par des habitudes plus subtiles, mais tout aussi efficaces. Il préfère chasser à l'aube ou au crépuscule, lorsque la faible luminosité réduit le risque d'attaques aériennes. Ses grands yeux, adaptés pour détecter tout mouvement, lui permettent de détecter les menaces à grande distance. Et quand vient le temps de se reproduire, ils choisissent soigneusement leur lieu de nidification, des nids cachés parmi les cactus ou les buissons épineux, véritables forteresses naturelles qui rendent difficile l'accès aux serpents et aux renards. Dans un écosystème où chaque jour est une bataille pour la survie, le géocoucou démontre que la vitesse n'est pas sa seule ressource. La ruse et l'adaptation sont ses armes les plus mortelles. Mais, aussi rapide et intelligent soit-il, il n'est pas seul dans ce jeu. Il y a ceux qui le traquent, des prédateurs qui ont développé des stratégies tout aussi sophistiquées pour l'attraper. Qui ose défier le maître du désert? Et quelle méthode utilise-t-il pour tenter de déjouer sa vitesse? Le vaste désert recèle la réponse à chaque mouvement. Chaque créature joue un rôle dans cette toile implacable, et le géocoucou, avec toute sa ruse et sa rapidité, se déplace entre prédateur et proie, où chaque jour signifie chasser tout en évitant de devenir une victime. Sa force est en même temps son talon d'Achille. L'évolution l'a façonné pour la course, lui donnant des pattes puissantes qui le propulsent à des vitesses de plus de 30 km/h, un véritable exploit pour un oiseau terrestre. Mais ce raffinement a un prix. Ses ailes, bien que fonctionnelles, sont faibles pour une évasion prolongée. Il peut voler, certes, mais maladroitement et sur de courtes distances. Par conséquent, lorsque le danger vient du ciel ou qu'un prédateur plus gros lui barre la route, cette fragilité devient sa plus grande menace. Dans la chaîne alimentaire du désert, le géocoucou est un prédateur efficace d'insectes, de reptiles et de petits mammifères, mais il est loin d'être invincible. Parmi ceux qui le traquent, le plus célèbre est le coyote. La culture populaire le dépeint comme un poursuivant maladroit, mais dans la vraie vie, la balance penche en sa faveur. Avec une vitesse dépassant les 60 km/h, le coyote est plus de 2 fois supérieur à celui du géocoucou. Et même si la chance et la ruse sont souvent de son côté, une seule erreur peut lui être fatale. Qui l'emportera dans cette course de ruse et de vitesse à travers le désert ouvert?
Parmi les pierres, le géocoucou cherche des lézards avec des mouvements mesurés et presque imperceptibles, mais le calme ne dure pas. Derrière un buisson sec, deux yeux l'observent patiemment. Le coyote se cache dans l'ombre, le corps au ras du sol, scrutant chacun de ses mouvements en attendant le moment idéal. Un craquement à peine perceptible dans le sol l'alerte. Le géocoucou détecte le changement dans les ombres, un minuscule indice qui réveille son instinct. Aussitôt, il bondit et la course commence. Ses pattes s'enfoncent dans le sable, son corps s'incline et la stratégie se déploie avec précision, chaque manœuvre étant calculée avec précision tandis qu'il zigzague et profite des buissons et des rochers pour dérouter le coyote. Pas à pas, l'oiseau s'enfonce dans un fourré dense, accroupi tandis que sa silhouette se fond dans le sol tacheté. Le coyote s'arrête et renifle, suivant les traces laissées par l'oiseau, mais les traces entrecroisées dans le sable ne révèlent pas sa véritable direction. Chaque tentative de déchiffrer le parcours échoue et, après quelques instants d'évaluation, le prédateur constate que sa proie a disparu. Il recule lentement, toujours attentif aux moindres signes, et le territoire retrouve son calme. La victoire ne dépend pas de la force, mais de l'intelligence et de la ruse, et ce n'est que lorsque le géocoucou se déplace à nouveau prudemment que la tension se dissout complètement. Vivre dans un écosystème aussi extrême implique d'accepter que le danger ne cesse jamais. Pourtant, malgré ses inconvénients, le géocoucou reste une espèce prospère. Pourquoi? Parce qu'il a perfectionné l'art de la survie. Son regard, capable de détecter les menaces à grande distance, lui donne des secondes cruciales pour réagir. Son instinct, aiguisé par des milliers de générations, lui indique quand fuir, quand se cacher et quand braver le risque. Le désert n'offre pas de victoire, mais le géocoucou a appris à les conquérir. Échapper à la mort n'est cependant que la moitié du défi. L'autre moitié consiste à perpétuer l'espèce dans un lieu où la vie semble relever du miracle. Comment cet oiseau fait-il en sorte que, malgré tant de prédateurs, une nouvelle génération voit la lumière du désert? Survivre dans cet environnement n'est pas seulement une question d'évasion. Il s'agit de perpétuer la vie dans un habitat où la mort guette dans chaque ombre. Pour le géocoucou, assurer la pérennité de son espèce requiert bien plus que de la rapidité. Il faut des alliances indestructibles, des stratégies précises et une parfaite synchronicité entre deux individus qui, une fois unis, resteront ensemble pour toujours. Dans un environnement où la fidélité est souvent l'exception, les géocoucous se distinguent par leur loyauté. Monogames, ils ne se limitent pas à l'accouplement. Ensemble, ils patrouillent et défendent leur territoire, partagent la chasse et élèvent leurs petits en équipe. La coopération commence par un rituel apparemment simple, mais qui témoigne en réalité de force et d'engagement. Pendant la saison de reproduction, qui s'étend du printemps au milieu de l'été, le mâle initie la parade nuptiale par une série de mouvements et de sons caractéristiques. Il émet des roucoulements profonds et bas qui résonnent doucement dans l'air chaud du désert, semblables au son d'un tambour lointain. Parfois, il complète cet appel par un claquement sec de son bec, le répétant plusieurs fois tout en relevant la queue et en battant des ailes pour attirer l'attention de la femelle. Si elle répond par un murmure plus doux, la danse commence. Le mâle s'approche prudemment, tenant dans son bec un petit lézard fraîchement capturé. Il place la proie devant la femelle, se penche, baisse la tête, puis se relève, répétant le geste tout en émettant un roucoulement prolongé. Si la femelle accepte, tous deux tiennent la proie pendant l'accouplement, un acte qui symbolise la promesse que la nourriture sera toujours disponible. Le mâle tourne alors autour d'elle, incline son corps, agite sa queue et continue de vocaliser, renforçant ainsi la connexion entre eux. Une fois le couple réuni, la construction du nid commence. Les deux individus participent, mais leurs rôles sont clairement définis. Le mâle est chargé de ramasser les brindilles, les feuilles mortes, les plumes et même les restes inhabituels comme les peaux de serpent ou les excréments, tandis que la femelle organise le tout en une structure solide en forme de bol. Les nids sont situés dans des arbustes, des arbres bas ou des cactus, à des hauteurs modestes qui dépassent rarement 2 mètres, ce qui suffit à tenir à distance certains prédateurs terrestres. Dans cet abri discret, la femelle pond entre 2 et 6 œufs blancs, et pendant les 19 ou 20 jours suivants, les deux parents se relaient pour les couver, partageant la responsabilité de la vie qui palpite sous la coquille.
Lorsque les poussins éclosent, ils restent dans le nid pendant 2 à 3 semaines, jusqu'à ce que leurs ailes soient suffisamment fortes pour un vol court et maladroit. Mais leur dépendance ne s'arrête pas là. Pendant quelques jours encore, ils suivent leurs parents à la recherche de nourriture, apprenant à chasser de petits insectes sous le regard attentif de ceux qui leur ont donné la vie. Ils atteindront la maturité sexuelle à 2 ou 3 ans et, si la chance est de leur côté, ils vivront en moyenne 3 ans et demi. Mais être parent n'est pas facile dans un environnement où la chaleur extrême, la pénurie d'eau et les prédateurs se cachent à chaque coin de rue. Pour nourrir leurs petits, le couple a besoin de plus que de simples insectes ou de petits reptiles. Parfois, la plus grosse proie croise votre chemin au moment où vous vous y attendez le moins. Alors que le couple ramasse des insectes et des petits reptiles pour nourrir leurs petits, un serpent à sonnette apparaît du gravier, enroulé et presque invisible. Le bout de sa queue vibre légèrement, produisant un son sec et métallique qui annonce un danger. Profitant de la rencontre fortuite, les 2 géocoucous coordonnent leurs mouvements. L'un observe à distance et guide l'action, tandis que l'autre s'approche rapidement, mesurant chaque pas pour frapper avec précision. Chaque mouvement est exécuté avec précision, inclinant la tête vers le sol, la queue dressée et les ailes déployées, combinant vitesse et ruse pour dominer sa proie. Le reptile le suit du regard, focalisé sur l'adversaire qui lui fait face, sans remarquer la véritable menace qui s'approche par derrière. Dans un silence absolu, le 2e géocoucou glisse entre les pierres, jusqu'à ce qu'en un instant, il bondisse en avant et serre la tête du serpent avec son bec. Une lutte acharnée s'engage alors. Le serpent se tord violemment, mais les pattes de l'oiseau le maintiennent en place, tandis que son bec martèle sans cesse jusqu'à ce que la vie s'éteigne. Ils prennent ensuite le corps encore tremblant et le projettent contre un rocher, s'assurant que le danger est écarté. Brutal, certes, mais essentiel, car chaque mouvement et chaque coordination du duo garantissent que cet adversaire mortel ne les menacera plus. Une fois le serpent immobile, le couple se partage la tâche de se nourrir et de nourrir ses petits. L'un des géocoucous dévore les plus petits sur place, reprenant ainsi de l'énergie après l'effort, tandis que l'autre rapporte soigneusement les plus gros morceaux au nid. Là, les jeunes reçoivent des morceaux prédigérés, un régime alimentaire précis qui reflète la coopération et l'apprentissage partagé qui assurent la survie de la progéniture. Chaque action, de la chasse à la livraison de nourriture, est un exemple de stratégie évoluée et de coordination précise. Le duo démontre comment la vitesse, l'intelligence et la coopération permettent non seulement la survie mais aussi la perpétuation de l'espèce dans un environnement implacable où chaque décision a des conséquences directes. Alors que le soleil commence à se coucher et que la température baisse lentement, la journée touche à sa fin. Mais le désert ne laisse aucun répit. Chaque ombre, chaque recoin recèle de nouvelles menaces qui n'attendent que la nuit pour s'éveiller. Dans ce scénario, la nuit est aussi mortelle que le jour. Comment le géocoucou survit-il lorsque la chaleur s'estompe et que le froid envahit le paysage? Ce qui était autrefois un four à 40 degrés refroidit désormais à une vitesse alarmante. La chaleur accumulée dans le sable se dissipe et la nuit pose un nouveau défi. Le thermomètre descend presque à 0 degré. Pour le géocoucou, spécialiste de la survie sous un soleil de plomb, l'obscurité n'est pas synonyme de repos complet, mais d'adaptation, une fois de plus. Le jour, leur énergie est consacrée à la chasse, à la défense de leur territoire et à la résistance aux fortes chaleurs. Mais la nuit change les règles du jeu. Il doit maintenant affronter un froid qui, bien qu'invisible, peut être mortel. Pourtant, il ne le prend pas par surprise. Au fil des millions d'années, cet oiseau a développé des stratégies uniques pour conserver la chaleur dans l'obscurité. Le géocoucou dort rarement dans les espaces ouverts. Il préfère la protection de la végétation épineuse, cachée parmi les buissons denses ou sur les branches basses des cactus. Ces positions élevées leur offrent non seulement un endroit sûr contre les serpents et autres prédateurs terrestres, mais aussi un avantage thermique. Des altitudes plus élevées signifient moins d'humidité et moins de risque de froid extrême. Lorsqu'ils sont blottis, ils ébouriffent leurs plumes pour emprisonner l'air chaud, créant ainsi un isolant naturel contre le froid. Leur métabolisme ralentit, réduisant ainsi leurs dépenses énergétiques, et lors des nuits particulièrement froides, ils peuvent entrer dans un léger état de torpeur. Leur température corporelle baisse de manière contrôlée, évitant ainsi la perte d'une précieuse énergie.
ce n'est pas un sommeil profond. Ses yeux restent éveillés, ses oreilles perçoivent le moindre bruissement dans le sable, car le désert est traître, même sous la lune. Cette transition brutale n'est pas le fruit du hasard. Pendant la journée, le soleil tape sur un sol aride qui retient difficilement la chaleur. À la tombée de la nuit, le rayonnement infrarouge s'échappe rapidement dans l'atmosphère. Il n'y a pas de nuages pour servir de couverture thermique, ni d'humidité pour stocker la chaleur, car dans le désert, la sécheresse est la règle. Ainsi, la chaleur du jour disparaît et le désert est exposé à un refroidissement accéléré. Ce phénomène se produit tout au long de l'année, même si en été le contraste est plus extrême, avec des journées à 40 degrés suivies de nuits à peine à 5 degrés, voire moins. En hiver, l'effet persiste, mais les températures diurnes ne sont pas aussi élevées. Cependant, le résultat est toujours le même. Un monde où la survie exige une double endurance, car il faut endurer à la fois le feu du jour et la glace de la nuit. Alors que le géocoucou réduit son activité, d'autres animaux profitent de l'obscurité pour se déplacer. Lorsque la chaleur s'atténue, le désert reprend vie. Des dizaines de créatures émergent, adaptées à ce bref répit thermique. Les petits mammifères, comme le rat kangourou, sortent lentement de leur terrier, reniflant le sol à la recherche de graines tombées pendant la journée. Leur corps, parfaitement conçu pour retenir chaque goutte d'eau, leur permet de passer des jours, voire des semaines, sans boire, obtenant l'humidité nécessaire directement de la nourriture qu'ils collectent soigneusement. Chaque mouvement est mesuré. Pendant qu'ils cherchent, ils restent attentifs à tout signe de danger. Son ouïe fine et précise capte la moindre vibration dans le sable, un instrument vital dans la nuit du désert, où rôdent des prédateurs invisibles et où la sécurité n'est jamais totale. En parcourant leur territoire, ils laissent de petites empreintes et des odeurs qui marquent leur passage, un rappel du délicat réseau de présence qui unit tous les habitants de Sonora. Plus haut, sur des rochers qui conservent encore une légère chaleur résiduelle, certains reptiles s'aventurent dans les dernières minutes avant que la température ne baisse complètement. Les insectes, encouragés par la sécurité de l'obscurité face aux prédateurs diurnes, intensifient leur activité. Entre mammifères, reptiles et insectes, la vie nocturne du désert se déploie en couches. Un réseau de mouvements et de sens qui soutient la survie alors que la nuit recouvre Sonora. Dominant le ciel nocturne, les hiboux patrouillent silencieusement, complétant le réseau de surveillance et de prédation qui caractérise la nuit du désert. Leur vol est imperceptible et leurs yeux immenses captent le moindre mouvement. Pour eux, la nuit est un festin de proie sans méfiance, tandis que les mammifères, les reptiles et les insectes accomplissent leur routine dans la même obscurité, formant un réseau de vie où chaque mouvement compte. La scène est presque irréelle. Le même paysage qui semblait sans vie pendant la journée est désormais animé par le mouvement. Chaque créature, du plus petit insecte aux oiseaux de proie nocturne, a trouvé un moyen de résister au froid extrême. En creusant des terriers, en se cachant, en réduisant leur activité ou en devenant complètement nocturnes, ils ont tous payé le prix de l'évolution pour survivre dans cet endroit. Pendant ce temps, notre protagoniste reste silencieux. Le géocoucou observe, immobile depuis son refuge. Demain, au retour du soleil, il régnera à nouveau sur le désert. Mais pour l'instant, laissons les autres occuper le devant de la scène. Cependant, tous les chasseurs ne se reposent pas. Quelque part dans l'obscurité, quelqu'un se déplace sans être vu. Un prédateur qui se passe de la lumière du jour, qui connaît chaque ombre, chaque murmure du vent, chaque trace dans le sable. Son odorat et sa ruse font de lui le maître absolu de la nuit. Qui est le véritable dirigeant quand tout semble endormi? Le silence règne dans le désert. L'air autrefois brûlant est devenu froid et âcre. Chaque son résonne à travers le sable et les buissons. Sous le couvert de la nuit, un chasseur surgit qui ne dépend ni de la vitesse excessive ni de la lumière du jour. Le coyote. Ses pas sont imperceptibles, à peine une caresse sur le sol durci par le gel. L'obscurité n'est pas un obstacle pour lui. Au contraire, c'est son plus grand allié. Il avance calmement, guidé par un odorat capable de détecter une proie à des centaines de mètres et une ouïe si précise qu'elle distingue le léger grattement de minuscules pattes sur le gravier. Le vent apporte des signes clairs d'activité, une odeur faible et intermittente qui révèle la présence d'un petit mammifère dans l'ombre.
Il s'arrête. Le coyote se fond dans le silence, se métamorphosant en une silhouette immobile dans le clair de lune. Ses oreilles frémissent, captant chaque bruissement de la végétation. La cible est proche, un lièvre de nuit, confiant dans la protection de l'obscurité. Le chasseur évalue la distance. Chaque muscle se tend, prêt à libérer l'énergie accumulée depuis des heures. Il avance, un pas, puis un autre. À peine un murmure au sol. Le lièvre avance, grignotant une tige sèche, inconscient de la menace qui approche. Le coyote ralentit encore davantage. Sa respiration est superficielle, contrôlée et à peine perceptible. Il n'est plus qu'à quelques mètres, puis le silence est rompu. Un bond, un mouvement brusque. Le lièvre s'éloigne en zigzag, pris de panique, mais le coyote est plus rapide qu'il n'y paraît. En quelques secondes, la poursuite est terminée. Un virage, une dernière poussée, et la traque s'achève par une morsure certaine au cou. Et le calme revient aussi vite qu'il avait disparu. Le coyote s'arrête, le poil hérissé et le cœur battant. La victoire n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Chaque nuit exige stratégie, patience et précision, car dans le désert, l'erreur n'est jamais permise. Alors qu'il reprend son souffle et examine le territoire qu'il domine, l'inévitable question se pose. Quelles caractéristiques ont fait du coyote l'un des survivants les plus redoutables dans cet environnement mortel? Cette question nous amène à l'observer de près et à remarquer comment, même depuis une crête rocheuse, sa silhouette incomparable reflète la patience et la vigilance. Sa fourrure gris-rougeâtre se détache dans la pénombre et sa silhouette élancée mais robuste rappelle que même dans un environnement aussi hostile, les grands mammifères ont trouvé un moyen de prospérer. Et ce n'est pas seulement un visiteur occasionnel, car des milliers de coyotes vivent dans le sud-ouest des États-Unis, où ils sont devenus un symbole de ruse et de survie. Le fait qu'un mammifère si dépendant de la viande se soit installé dans un territoire où l'eau est rare et l'ombre limitée souligne l'adaptabilité et la résilience de cette espèce. Chaque caractéristique de son corps reflète la façon dont il a appris à s'épanouir dans un environnement hostile. Contrairement à d'autres prédateurs qui ont besoin de conditions plus stables, le coyote a su transformer l'adversité en opportunité, tirant pleinement parti des variations extrêmes du désert. Leur corps est précisément équipé pour relever ces défis. Leur fourrure, plus épaisse en hiver et plus légère en été, régule efficacement leur température, les protégeant des rayons brûlants et du froid nocturne. Leurs pattes agiles et légères leur permettent de se déplacer rapidement sur des terrains accidentés, évitant ainsi facilement les obstacles et détectant leur proie, réduisant ainsi leur dépendance aux embuscades prolongées ou au surmenage. À cela s'ajoute leur sens très développé. Leur ouïe détecte les mouvements imperceptibles sous le sable, leur odorat traque leur proie sur de longues distances et leur vision nocturne leur donne un avantage lorsque d'autres animaux se réfugient dans l'obscurité. Comparé au loup ou à d'autres canidés plus grands, son corps plus petit et plus agile lui confère une mobilité essentielle dans ce paysage changeant, ce qui en fait un maître de la survie dans tous les recoins de la nature sauvage. Cette grande adaptabilité se reflète également dans son régime alimentaire. Le coyote est un prédateur opportuniste par excellence. Il se nourrit de rongeurs, de lézards, d'oiseaux, d'insectes, et même de charognes si nécessaire. Il peut chasser seul, en utilisant sa patience et son ouïe comme alliés, tandis qu'en couple ou en petits groupes, il peut coincer des proies plus grosses comme des lièvres, des oiseaux plus gros et même des veaux de serre. Mais au-delà de la chasse, la vie sociale du coyote joue un rôle essentiel dans sa survie. Contrairement à d'autres prédateurs qui changent fréquemment de partenaire, le coyote est généralement monogame. Cela crée des liens qui peuvent durer toute une vie et la parentalité est un effort partagé. Après une gestation d'un peu plus de 2 mois, la femelle donne naissance à 4 à 7 petits, une période courte et un nombre suffisant de petits qui lui permettent de se reproduire rapidement dans un environnement où la mortalité est élevée et la compétition pour les ressources toujours constante. C'est à ce moment-là que la coopération devient la plus évidente, car les 2 parents participent activement à l'alimentation, à la surveillance et à l'éducation de leurs petits. Pendant les premières semaines, les jeunes sont complètement impuissants, nés aveugles et dépendants, à peine recouverts d'un fin pelage, ce qui les rend vulnérables aux prédateurs et aux éléments. Sous la protection du terrier et les soins constants de leurs 2 parents,
Ils ont une réelle chance de survivre et de grandir vers l'indépendance, un refuge qui devient le centre de leur apprentissage et de leur sécurité, où chaque mouvement et chaque leçon de leurs parents façonneront leur avenir. Les terriers jouent un rôle crucial dans ce cycle. Les coyotes ne creusent généralement pas de tunnels complexes de toutes pièces. Le plus souvent, ils réutilisent les abris d'autres animaux, comme les blaireaux et les renards, ou exploitent les crevasses naturelles et les broussailles denses. Ces espaces offrent de l'ombre pendant la journée et une isolation contre le froid la nuit, tout en protégeant les jeunes des prédateurs. Dans ces cachettes, les jeunes passent leurs premiers mois à explorer chaque recoin sous l'œil attentif de leurs parents. Le terrier, qui s'étend sur plusieurs mètres et est agrémenté de galeries secondaires et de chambres plus grandes, offre un environnement sûr et stable. Pendant que les adultes partent à la chasse, les petits jouent entre eux, font de l'exercice pour renforcer leurs pattes et pratiquent des mouvements qui seront essentiels pour échapper aux prédateurs. Parfois, ils regardent prudemment à travers l'entrée, absorbant les odeurs et les sons du désert sans s'exposer aux dangers, et retournent rapidement dans les tunnels où ils trouvent protection. Semaine après semaine, la patience et l'attention des parents apprennent à leurs enfants quand bouger, comment réagir aux menaces et quels itinéraires emprunter en cas d'urgence, en préparant chaque étape avec précision. Les oursons étant toujours protégés, les adultes se déplacent prudemment dans le désert, évaluant chaque ombre et chaque buisson, conscients des risques tout en profitant des ressources disponibles. À l'air libre, ils paraissent exposés, mais en réalité, ils profitent intelligemment de la végétation dispersée et des petites irrégularités du terrain, comme les crevasses, les creux et les rochers épars qui leur fournissent abri et ombre lorsqu'ils parcourent leur vaste territoire, adaptant chaque mouvement aux possibilités de couverture offertes par le paysage. À l'ombre d'un buisson ou parmi des rochers, ils trouvent une protection contre le soleil impitoyable pendant la journée. Et lorsque la nuit tombe, ces mêmes couvertures leur offrent un abri contre le froid, garantissant que chaque voyage se déroule en toute sécurité et efficacité. Car pour l'œil non averti, le désert peut paraître plat et dépourvu d'abri. Mais pour le coyote, chaque recoin est une ressource potentielle. Chaque irrégularité du sol est un avantage qu'il sait exploiter efficacement. C'est cette capacité d'adaptation qui a permis au coyote de prospérer là où d'autres échouent. Son intelligence, sa polyvalence et sa force font de lui un emblème de l'équilibre entre fragilité et puissance dans un environnement implacable. Au même moment, tandis que le coyote fait face à la chaleur torride et aux nuits glaciales, d'autres créatures qui parcourent le sable et les buissons relèvent les mêmes défis, chacune déployant ses propres tactiques de survie, utilisant la végétation, les rochers et tous les abris disponibles pour tirer le meilleur parti des ressources qu'offre ce terrain extrême. Si le coyote, avec sa taille et sa puissance, compte sur la ruse pour survivre, comment des créatures beaucoup plus petites, confrontées aux mêmes défis avec un corps fragile et léger, prospèrent-elles? À l'aube, alors que les premières lueurs effleurent à peine le sable, une silhouette agile et silencieuse glisse entre les buissons et les rochers. Ses mouvements sont précis, presque imperceptibles, et chaque pose semble calculée, chaque virage mesuré. Ses yeux brillants et alertes capturent chaque signe de son environnement, tandis que son corps léger s'adapte à chaque irrégularité du terrain, évitant les menaces avant qu'elles ne soient perçues. Finalement, après ce défilé de gestes et d'ombres, le protagoniste se révèle. Il est le renard du désert, l'un des habitants les plus discrets et surprenants de Sonora. À première vue, il paraît petit, voire vulnérable aux prédateurs plus gros, mais chaque détail de son anatomie et de son comportement témoigne d'une spécialisation impeccable. Alors que d'autres animaux comptent sur leur force ou leur vitesse, il compte sur son intelligence, sa capacité à se déplacer sans être détecté et sa connaissance méticuleuse du territoire, transformant chaque cachette, chaque crevasse et chaque buisson en une ressource vitale pour la survie. Son petit corps est un atout en soi. Il atteint à peine un demi-mètre de long et se déplace avec des mouvements mesurés, sans dépenser d'énergie excessive. La première caractéristique qui attire le regard sont ses oreilles, longues et disproportionnées par rapport au reste de son corps. Ses oreilles remplissent une double fonction essentielle. Elles agissent comme des radiateurs naturels qui dissipent la chaleur accumulée pendant la journée, et en même temps comme des antennes sensibles qui captent les moindres sons sous le sable.
Un insecte rampant, un rongeur caché dans son terrier ou le mouvement d'un lézard sont autant de signes que le renard peut détecter à plusieurs mètres de distance. Le reste de son corps poursuit cette stratégie de précision. Chaque caractéristique étant conçue pour affronter les rigueurs du désert. Son pelage léger et épais complète son armure contre les variations de température. Sous le soleil, il réfléchit une partie des rayons et atténue l'impact de la chaleur torride. La nuit, en devenant dense et isolant, il offre la protection nécessaire pour résister au froid intense. Cette adaptation est même visible sur ses pattes, recouvertes d'un fin poil qui lui permet de marcher sur le sable chaud sans se brûler et d'avancer avec régularité sur un terrain meuble, là où d'autres animaux s'enfonceraient à chaque pas. Ici, la survie dépend non seulement de l'endurance, mais aussi de la capacité à trouver de la nourriture dans un environnement où tout est rare. Le renard du désert a appris à s'adapter à cette réalité avec créativité et précision. Son régime alimentaire variait en fait un opportuniste infatigable, capable de tirer profit de tout ce que l'environnement lui réserve. Il se nourrit d'insectes, de petits rongeurs, de reptiles, d'œufs et de jeunes oiseaux, sans oublier les fruits et graines de cactus qui lui fournissent eau et énergie aux moments les plus critiques. Chaque choix reflète une stratégie visant à maximiser sa survie dans un territoire impitoyable. Profitant de tout ce que le désert a à offrir, le renard récupère également les charognes laissées par les coyotes, les aigles locaux et d'autres prédateurs, s'assurant qu'aucune ressource n'échappe à son attention et profitant de chaque opportunité offerte par le terrain. Cette même attention aux détails se reflète dans sa technique de chasse, aussi discrète qu'efficace. Il se déplace en zigzag, s'arrêtant brusquement et tendant l'oreille au moindre son, évaluant avec précision chaque signal qui lui parvient du sable et des buissons. Lorsqu'il identifie l'emplacement de sa proie, il avance avec un mouvement calculé, profitant de la couverture des buissons et des rochers pour s'approcher sans être vu. Au bon moment, il se lance d'un saut rapide et précis, surprenant sa cible avant qu'elle ne puisse réagir. Même après avoir capturé sa nourriture, il fait preuve de prévoyance. Il enterre parfois une partie de sa proie sous des buissons, des rochers ou de petits creux, des endroits qui conservent un peu d'ombre et de fraîcheur. Il y reste suffisamment longtemps pour pouvoir y revenir plus tard si nécessaire, garantissant ainsi que la réserve temporaire reste utile. Cette capacité à planifier et à gérer les ressources reflète la ruse du renard. Contrairement au coyote, qui parcourt de grandes distances et peut chasser en meute, le renard se déplace sur un territoire plus restreint qu'il connaît précisément. Chaque terrier, chaque buisson, chaque terrain accidenté fait partie de sa carte mentale et chaque décision est calibrée pour tirer le meilleur parti des ressources disponibles. Il n'a pas besoin de s'imposer par la force, car il sait survivre avec le strict minimum. Son atout réside dans sa capacité à passer inaperçu, à exploiter ce que les autres ignorent et à s'adapter sans dépenser d'énergie supplémentaire. Sa réputation de ruse n'est pas seulement un symbole culturel, elle est profondément ancrée dans son comportement. Le renard profite des terriers abandonnés par d'autres animaux pour s'abriter, les agrandissant si nécessaire. Cela leur permet d'économiser du temps et de l'énergie dans un environnement où chaque effort compte. Face à des prédateurs comme le grand-duc d'Amérique, l'aigle royal ou même le coyote, leur réaction est de fuir. Son corps léger et sa connaissance du terrain lui permettent de s'échapper rapidement, se cachant dans des crevasses ou des terriers inaccessibles à un animal plus grand. Son instinct de survie allie prudence, calcul et rapidité. Le désert n'est pas une punition pour lui, c'est son habitat naturel. Sur des terres plus fertiles, il serait supplanté par des concurrents plus grands et plus forts. Ici, cependant, il trouve une niche où il peut persister grâce à sa taille, son régime alimentaire flexible et sa résistance aux extrêmes. La chaleur du jour, le froid de la nuit et la rareté de l'eau sont des épreuves constantes, mais plutôt que de les affaiblir, ces défis renforcent les renards du désert en tant qu'espèce modelée pour prospérer dans l'adversité. Alors que le soleil se lève à l'horizon, le renard termine son voyage. Après des heures d'activité nocturne, il retourne à son terrier où la température sous terre reste stable. Il s'y repose jusqu'à ce que l'obscurité revienne et que le désert retrouve son calme.
Son histoire est celle de l'ingéniosité face à l'hostilité, celle d'un animal qui démontre que ce n'est pas toujours le plus fort qui triomphe, mais plutôt celui qui sait s'adapter avec intelligence et patience. Mais le désert n'appartient pas à un seul spécialiste de la survie. Alors que le renard recule, un autre habitant émerge, avec un rythme complètement différent, confronté aux mêmes défis de chaleur, de froid et de pénurie d'eau, mais avec un corps et des stratégies qui semblent conçus pour un jeu complètement différent. Quelles compétences peuvent permettre à un reptile de survivre et de prospérer dans cet environnement où la ruse et la rapidité font la différence? Entre les fissures des rochers et les plis du sol, un mouvement presque imperceptible brise le calme du désert. Chaque ombre, chaque irrégularité du sol devient un allié silencieux. Un habitant discret et vigilant demeure là, dont le regard observe chaque changement d'ombre et de lumière, chaque mouvement d'insectes et de petits rongeurs. Il n'est pas rapide comme le géocoucou, ni furtif comme le renard, mais son corps et son comportement sont façonnés par des siècles d'adaptation. Le lézard cornu, maître absolu de la tromperie et de la résilience, se fond dans les rochers, les buissons et les sols secs, déployant un ensemble de défense qui lui assure de prospérer même dans les coins les plus inhospitaliers du désert. Dans les vastes régions de Sonora et les territoires secs du sud-ouest des États-Unis et du Mexique, des milliers d'individus comme celui-ci se fondent dans le terrain, passant inaperçus des prédateurs et restant fermes face aux défis constants de leur environnement. Parmi ces défis, la température extrême du désert devient un facteur décisif et le lézard cornu a appris à l'utiliser à son avantage. La chaleur, qui constituerait un obstacle pour beaucoup d'individus, est leur plus grand allié. Le lézard cornu est ectotherme, ce qui signifie que sa température corporelle dépend de son environnement. Il ne produit pas de chaleur par lui-même comme les mammifères, mais a besoin d'absorber l'énergie du soleil pour se déplacer et chasser. Il reste donc immobile sur le sable, permettant à la lumière du soleil de réchauffer suffisamment son corps pour s'activer et rester alerte. Sa peau écailleuse réfléchit une partie du rayonnement, empêchant ainsi une chaleur excessive de l'endommager. Cette adaptation à la chaleur est complétée par son corps plat, qui lui permet de profiter de toute ombre disponible et de se cacher sous les rochers lorsque le soleil devient implacable. Leurs yeux, entraînés à détecter le moindre mouvement, fonctionnent comme un radar personnel, détectant des proies ou des menaces potentielles dans un environnement où chaque choix peut faire la différence entre se nourrir ou manquer d'énergie. Une fois la température idéale atteinte, il s'active précisément pour commencer sa recherche de nourriture. Son régime alimentaire repose principalement sur les fourmis, proies minuscules mais abondantes qui errent à la surface du désert. Avec une patience extrême, il attend en silence, conservant son énergie, et lorsque le moment est opportun, sa langue capture la victime avec une précision mortelle. Chaque insecte lui fournit non seulement de la nourriture, mais aussi l'humidité nécessaire à sa survie dans un environnement où l'eau est rare. Cette efficacité, fruit d'une adaptation millimétrique, lui permet de résister dans un monde sans compromis. Mais être petit dans le désert signifie vivre sous une menace constante. Les faucons, les serpents, les coyotes et même le renard du désert le considèrent comme une proie facile. Cependant, ce reptile intelligent possède une ressource à laquelle peu de prédateurs s'attendent. Lorsqu'il n'y a pas d'échappatoire et que les mâchoires sont sur le point de se fermer, il transforme ses yeux en armes. Un jet de sang, expulsé avec force des commissures de sa bouche, surprend l'agresseur. Ce n'est pas seulement l'impact visuel qui est déconcertant, mais aussi le goût métallique, imprégné de composés désagréables pour de nombreux mammifères. La scène semble tirée d'une histoire impossible, mais elle se déroule sous la lumière brûlante du désert. Un faucon plane au-dessus du sable, repère le lézard et fond sur lui. Le reptile s'aplatit au sol, se fiant à son camouflage, mais l'ombre le trahit. Au moment où les griffes touchent son corps, un fil rouge émerge comme un projectile. L'oiseau hésite, interrompt son attaque et s'éloigne, confus. Le lézard, sans perdre de temps, se précipite dans une crevasse entre les pierres. Ce n'est pas la force qui l'a sauvé, mais une tactique aussi étrange qu'efficace. Le lézard cornu est plus qu'une curiosité biologique. Il est la preuve vivante que la vie, même dans les environnements les plus extrêmes, trouve des chemins inattendus.
Ici, où le soleil transforme le sable en feu et où l'eau est cachée pendant des mois, chaque créature écrit sa propre stratégie pour défier la mort. Le lézard ne rivalise pas de vitesse ou de taille, mais d'ingéniosité. Et dans ce laboratoire naturel qu'est le désert, cette ruse vaut autant que les griffes les plus acérées. La chaleur atteint son paroxysme et le lézard disparaît dans le sable, redevenant invisible pour ceux qui ne savent pas chercher. Alors que la température baisse et que la lumière s'estompe, le sable retrouve son silence habituel, laissant place à de nouveaux acteurs émergés de l'obscurité. La nuit tombe et la chaleur étouffante commence à se dissiper, laissant derrière elle un silence inquiétant. Parmi les ombres du désert, quelque chose bouge avec un calme qui contraste avec la tension ambiante. Quelle créature, si petite et mortelle, défie les ténèbres avec une arme invisible capable d'arrêter la vie en quelques secondes? Sous le sable, entre les fissures et les terriers, se cache un prédateur silencieux, patient et précis, qui a transformé la nuit en son territoire et chaque ombre en opportunité. Il s'agit du scorpion, un arachnide apparenté aux araignées et aux tiques, qui domine les déserts depuis des millions d'années grâce à des stratégies mortelles et étonnamment efficaces. Son corps segmenté et la courbe de son dard cachent un venin capable de maîtriser des proies plus grosses, et dans ces terres arides, il a perfectionné la combinaison de résistance et de furtivité comme peu d'animaux sur Terre. Dans les régions arides de Sonora, au Mexique, il existe plus de 40 espèces de scorpions, chacune précisément adaptée à son micro-habitat, des dunes ouvertes aux crevasses rocheuses les plus profondes. Cette diversité ne se limite pas à un seul désert. De l'autre côté de la frontière, dans la région de Morave, au sud-ouest des États-Unis, on trouve également des spécimens qui poussent ces adaptations à l'extrême. Apparaît alors l'imposant Hadrurus arizonensis, capable de dépasser 15 cm de longueur, avec les Centruroides sculpturatus, célèbres pour posséder l'un des venins les plus puissants du continent. Considéré collectivement, il est clair que la pression évolutive et la dureté de l'environnement ont façonné une gamme de tailles, de couleurs et de comportements qui font des scorpions de véritables maîtres de la survie. Chaque espèce représente une réponse différente au même défi, résister dans un monde où presque tout conspire contre la vie. Cette adaptabilité se reflète non seulement dans leur comportement ou leur taille, mais aussi dans des caractéristiques qui semblent tout droit sorties de la science-fiction. L'une des plus curieuses est la fluorescence sous lumière ultraviolette. À la tombée de la nuit, son corps émet une lueur bleu-vert lorsqu'il est éclairé par une lampe spéciale, révélant un secret caché dans sa cuticule. La raison de ce phénomène déconcerte encore les chercheurs. Certains pensent qu'il pourrait servir de bouclier contre les rayons ultraviolets du soleil. D'autres suggèrent qu'il s'agit d'un mécanisme de communication entre individus ou même d'un moyen de dérouter les prédateurs. Quelle que soit la raison, le fait est que cette singularité ajoute une qualité presque surnaturelle à un animal qui n'a besoin d'aucun autre attribut pour impressionner. Mais c'est son anatomie qui détient le secret de son efficacité en tant que prédateur. Doté de pinces alliant force et délicatesse, le scorpion attrape sa proie d'un mouvement rapide et précis, un geste bref qui englobe des millions d'années d'évolution et de raffinement. Mais son arme la plus meurtrière réside dans sa queue. Son dard, incurvé et brillant, est l'outil ultime pour assurer sa survie. C'est là que se concentre le venin, un mélange complexe de toxines qui, dans la plupart des cas, paralyse le système nerveux des petits animaux en quelques secondes. Pour les insectes et les arthropodes, le coup est généralement décisif. Cependant, face à des proies plus grandes, comme les petits mammifères, la situation est différente. Le poison n'est pas toujours mortel et, au fil du temps, l'évolution a permis à certains rongeurs de développer une résistance à ces toxines. C'est ainsi qu'un jeu constant d'adaptation se maintient, une course aux armements dans laquelle prédateurs et proies se défient dans une bataille sans fin. Cette lutte est contrebalancée par une autre de leurs armes moins visibles, la patience. Les scorpions n'ont pas besoin de rapidité pour l'emporter, mais plutôt de savoir attendre. Avec un métabolisme extraordinairement lent, ils peuvent passer des semaines, voire des mois, sans manger. Cette qualité, combinée à leur armure chitineuse qui réduit les pertes en eau, fait d'eux de véritables spécialistes de la résistance. Dans un désert où la pénurie marque chaque instant, l'austérité devient la clé de la survie. Dans cette économie rigoureuse, leur régime alimentaire est varié. Grillons, araignées,
Et même d'autres scorpions comptent parmi leurs proies habituelles, bien qu'ils osent aussi manger de petits vertébrés lorsque l'occasion se présente. Cependant, dans ce scénario, ce ne sont pas toujours eux qui établissent les règles. Des mammifères comme les rats kangourous ont appris à tolérer le poison, et bien que le risque soit souvent mortel, cette résilience leur permet de transformer un chasseur redoutable en source de nourriture. L'équilibre du désert est soutenu par un jeu de stratégie où le moindre avantage peut décider de la vie ou de la mort. Sous le clair de lune pâle, ce duel prend forme en silence. Un scorpion d'écorce, l'un des plus dangereux du continent, se déplace lentement sur le sable. Son corps se fond dans les ombres des rochers et chaque pas semble calculé pour éviter de trahir sa présence. Non loin de là, un rat kangourou sort de son terrier. La faim le force à s'exposer et, parmi les mouvements de la nuit, il distingue la silhouette d'un scorpion. Il le perçoit comme une proie potentielle, même si le risque est évident. Son instinct lui dicte d'avancer prudemment, le corps près du sol, la queue dressée et nerveuse, prête à tromper. Le scorpion reste immobile, ses pinces légèrement ouvertes, en attente. Le rat tourne autour de lui en demi-cercle, saute d'un côté et atterrit rapidement à nouveau, mesurant les distances. Il remue la queue, créant de faux mouvements qui cherchent à le distraire. Soudain, le scorpion arque sa queue et lance son dard. L'attaque fend l'air avec vitesse, mais le rat kangourou bondit soudainement et atterrit quelques centimètres en arrière. Le dard heurte le sable, créant un petit sillon. La première tentative a échoué. Son ennemi reprend la chasse, encerclant son rival. Ses sauts sont erratiques et chaque mouvement de ses pattes arrière semble calculer un nouvel angle. L'arachnide suit chaque mouvement lentement, sa queue tendue, patiente, comme si le temps n'avait aucune importance. Puis le rat se jette à l'eau. Il avance en ligne droite, agite sa queue et se propulse en avant, essayant de mordre. Le scorpion répond, mais avec une précision inattendue. Sa queue se courbe dans un coup de fouet parfait, et cette fois le dard trouve sa cible, s'enfonçant dans le flanc du rongeur. Le rat se débat, saute encore plus violemment, mord l'air comme s'il essayait de se débarrasser de la douleur. Mais le poison circule déjà. Ses mouvements deviennent désordonnés, ses sauts raccourcissent et son énergie se consume rapidement. Le scorpion recule. Il n'a plus besoin de prendre de risques. Il observe la force de son adversaire s'épuiser lentement jusqu'à ce que le corps du rongeur repose, immobile, sur le sable. Dans le silence de la nuit, la leçon du désert se renforce. Ici, la patience et la précision valent plus que la rapidité. Quelle que soit la taille ou l'apparence, parfois les plus petites armes peuvent faire pencher la balance. La sélection naturelle a gardé les scorpions petits, discrets et faciles à ignorer, mais elle leur a donné quelque chose de plus précieux que la force brute, une stratégie mortelle et la patience d'attendre le bon moment. Après une nuit de tension intense entre prédateurs et proies, l'aube se lève enfin sur le désert de Sonora. La pénombre bleue qui domine l'horizon se teinte de teintes dorées et orangées, et le jour commence à prendre le dessus sur la nuit. Les ombres se retirent derrière les cactus tandis que le sable, encore imprégné du froid de la nuit, commence à se réchauffer avec les premiers rayons du soleil, signalant le début de l'activité dans le désert. C'est un moment bref, mais mémorable, au cours duquel le monde aride s'éveille et chaque créature s'adapte à un nouveau cycle de lumière et de température, s'adaptant aux changements que le matin apporte. Ce qui semble être un paysage immobile se révèle être, en réalité, un système en mouvement où la vie est organisée selon des règles strictes de rareté et de résilience, et chaque changement, aussi petit soit-il, a un impact sur ceux qui habitent ce territoire, démontrant la puissance qui définit cet environnement. Cette force se reflète dans chaque créature qui habite le désert, car elle ne se mesure pas uniquement par la chaleur ou le froid, mais par la façon dont chaque organisme s'adapte et trouve sa place dans un environnement en constante évolution. Même les plus petits habitants, depuis les micro-organismes qui activent leur métabolisme avec l'humidité matinale jusqu'aux insectes et petits mammifères qui profitent de chaque refuge disponible, font partie d'un réseau où la vie est soutenue par des mouvements précis et des décisions méticuleuses, démontrant que le minuscule joue un rôle vital dans le cosmos du désert. Chaque action, aussi petite soit-elle, est étroitement liée à celle des autres, soutenant la dynamique de Sonora et révélant la stratégie qui nous permet de survivre dans un monde qui exige une attention constante,
unissant le microscopique au visible dans un équilibre délicat. Sous la surface, ce réseau invisible soutient les fondations de toute vie visible, et ce sont le plancton du sol et les minuscules bactéries, activées par l'humidité des rares précipitations qui forment la première couche d'énergie. Grâce à eux, des insectes tels que les fourmis, les coléoptères et les grillons trouvent leur nourriture et, à leur tour, ces petites créatures deviennent de la nourriture pour les oiseaux et les reptiles, fermant ainsi un cycle qui construit la vie dans le désert de Sonora, du plus petit au plus visible, en maintenant un équilibre délicat qui résiste au soleil implacable. Dominant tout ce qui prospère sur le sol, les cactus sont les géants silencieux qui dominent le paysage. Le saguaro, bras tendu vers le ciel, stocke des milliers de litres d'eau. Il constitue non seulement un réservoir vital, mais aussi un refuge et une source de nourriture, car ces fleurs nocturnes dépendent du travail des chauves-souris pollinisatrices, comme la chauve-souris à long nez, qui parcourt le désert en quête de nectar. Grâce à eux, le cactus produit des fruits qui nourriront les oiseaux, les rongeurs et plus tard, le géocoucou lui-même, qui trouve du réconfort dans ses pulpes juteuses au milieu de la sécheresse. À l'ombre et autour de ces géants végétaux, les buissons et arbustes offrent un abri, et parmi eux, les rongeurs remplissent une autre fonction essentielle. Les rats kangourous et d'autres petits mammifères transportent les graines, les enterrant à différents endroits du champ. Toutes ne germent pas avec succès, mais celles qui y parviennent créent des refuges végétaux où d'autres animaux trouvent ombre et abri. Là, les insectes prospèrent, les oiseaux nichent et le géocoucou en profite pour chasser. Ainsi, un simple rongeur, en cachant une graine, assure la continuité d'un refuge indispensable dans un milieu hostile. Dans le désert, absolument rien n'est gaspillé. Les bousiers recyclent la matière organique, restituant les nutriments au sol et complétant un cycle vital pour la vie végétale. Ce qui semble insignifiant à première vue est en réalité le mécanisme qui permet au système de fonctionner. Et dans ce réseau de relations, le géocoucou revient comme figure centrale. Alors que le soleil est encore bas, sa silhouette se détache parmi les buissons. Il court à grande vitesse, zigzagant entre les ombres qui couvrent encore une partie du sol. Il détecte le mouvement d'un scorpion et l'attrape d'un coup de bec précis. Il le dévore rapidement avant que la chaleur du jour ne l'oblige à ralentir. Leur routine de chasse reflète un lien direct avec l'ensemble de l'écosystème. Ils se nourrissent d'insectes qui se nourrissent de micro-organismes invisibles, boivent des fruits qui dépendent des chauves-souris et s'abritent dans des buissons poussés par les rongeurs. Rien dans leur vie n'est isolé. Le géocoucou n'est pas seulement un prédateur rapide, c'est un symbole visible de la résilience du désert. Son corps léger, sa capacité à réguler sa température par son comportement et son régime alimentaire flexible en font un parfait modèle d'adaptation. Là où d'autres échouent, il prospère. Et il ne le fait pas seul, car il est soutenu par un réseau de relations invisibles qui entrelacent la vie dans ce paysage aride. Au sein de ce réseau qui soutient le géocoucou, la vie du désert se déploie dans toutes les directions. Les chauves-souris se réfugient dans leurs abris après une nuit de travail, les fourmis marchent en colonnes précises, transportant feuilles et débris destinés à la colonie, et les rongeurs creusent des terriers dans le sable humide à l'aube. Tout là-haut, les oiseaux migrateurs profitent des courants d'air chaud qui commencent à s'élever, partageant le ciel avec le géocoucou qui patrouille au sol. Dans ce cadre, chaque créature joue son rôle dans un cycle coordonné par le rythme du climat et la rareté de l'eau. Le géocoucou s'arrête un instant, debout parmi les cactus saguaro, sa crête illuminée par les premiers rayons de lumière. Il ressemble à une sentinelle surveillant un territoire vaste et exigeant, et sa simple présence concentre le sens de tout ce qui l'entoure. Vitesse, ruse, adaptation. Ce n'est pas un objet solitaire dans une mer de sable, mais un lien essentiel qui relie les multiples niveaux de vie à Sonora. Vu de loin, le désert peut sembler vide. Mais c'est en réalité un réseau complexe, une communauté d'organismes qui dépendent les uns des autres pour survivre à la chaleur torride et au froid nocturne. C'est un scénario d'extrême, mais aussi de connexions invisibles qui maintiennent un équilibre millimétrique. Et au cœur de cet équilibre, le géocoucou en est l'emblème. Il n'est ni le plus fort ni le plus imposant, mais il est le plus représentatif.
Sa rapidité et son ingéniosité incarnent l'essence même du désert. Il saisit chaque opportunité, résiste à chaque épreuve et se déplace toujours avec ruse dans un environnement où cohabitent fragilité et résilience. Ainsi s'achève le voyage à travers Sonora, un lieu où chaque grain de sable porte l'empreinte d'une lutte constante pour la vie. Un désert qui, loin d'être un désert vide, est un organisme vivant, tissé de relations invisibles et soutenu par la résilience de ses habitants. Et à l'horizon, courant entre lumière et ombre, le géo-coucou demeure comme gardien et symbole de ce monde aride,